Bonsoir à tous et bienvenue. Petite devinette. Tableau, maillot d'un vénérable club anglais. Ben oui, vidéo old school aujourd'hui, sans montage ni rien, puisque bon, je suis en écriture de mon prochain livre, donc je n'ai pas tellement le temps. Néanmoins, le terme d'échange de joueurs revient inlassablement, surtout depuis 24 heures, et il est temps de l'expliquer parce qu'il est très trompeur, vous allez le voir. Alors comme vous avez sans doute dû remarquer, les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus sont réelles, donc pour que Kurzawa d'un côté aille à Turin et que Matteo Di Siglio s'envole à Paris. Et donc on a presque l'impression que c'est un échange de joueurs, que la Juventus et le PSG se disent, voilà, les joueurs ont une valeur visiblement égale, l'un part à Turin, l'autre à Paris, ils négocieront leur salaire, mais que derrière, il n'y ait pas plus de flux financier. Bah, c'est une erreur. C'est un peu comme cet été, quand la Juventus, déjà, pionnière en matière de foot business, vous allez me dire, avait échangé avec Manchester City Danilo et Cancelo. Sauf que la valeur des joueurs n'était pas estimée égale, et donc Manchester City avait dû compenser, entre guillemets, puisque Cancelo valait plus que Danilo. Donc pareil, on avait l'impression, ils ont fait un échange, et en plus de ça, Manchester City a donné un chèque à la Juventus pour compenser l'écart de valeur entre les joueurs. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est juste qu'il y a eu un transfert d'un côté et un transfert de l'autre. Pour une raison déjà toute simple, c'est les commissions d'agents. Un échange de joueurs, ça n'existe pas. Et vous allez voir qu'en fait, un échange de joueurs, ça a aussi plusieurs avantages. Parfois, ça peut être pour un but sportif, mais la majeure partie du temps, c'est pour un but financier, que ça soit vis-à-vis du FPF, vis-à-vis du bilan comptable et vis-à-vis d'un enrichissement personnel, puisque gonfler la facture dans un échange de joueurs, c'est pas très compliqué. Bref, tableau, mes amis. On va essayer de comprendre ce qu'est un amortissement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui le savent déjà, mais d'autres ne sont pas au courant, donc je vais essayer de l'expliquer pour tout le monde. Et j'ai pris l'exemple de De Ligt, amortissement évidemment comptable d'un transfert. Alors De Ligt cet été, il a signé pour 75 millions et des bonus à la Juventus et 50 contrats. Donc on va simplifier au maximum, on va dire qu'il a signé 75 millions et 50 contrats. Bon, l'amortissement du transfert, c'est pas en 2019-2020 vous avez moins 75 millions. Non, c'est pas comme ça. En fait, l'amortissement, ça se fait selon la valeur totale du transfert divisé par le nombre d'années de contrat. Donc, vu qu'il y a 50 contrats, et chaque année, sur les 5 prochaines années de votre bilan comptable, il y a 15 millions d'amortissement du transfert de De Ligt. Vous comprenez? Si, admettons, il avait signé 3 ans de contrat, ça aurait été 25, 25 et 25. Donc, ça aurait pesé davantage dans les caisses du club. On est d'accord. Or, le fair play financier autorise un déficit de 30 millions sur les 3 dernières années comptables. Donc, mieux vaut le lisser sur plusieurs années, comme ça vous fait une petite respiration vis-à-vis du bilan comptable. Et c'est également pour ça que les contrats sont de plus en plus longs. C'est à la fois pour permettre au club d'amortir sur plusieurs années, et dans le même temps vis-à-vis pour les agents, plus il y a d'années de contrat, plus il y a de commissions derrière. Voilà. Maintenant, on va reprendre un exemple intéressant sur la plus-value comptable, parce que c'est un thème souvent on a du mal à comprendre. Donc De Ligt, admettons, se blesse, on lui souhaite pas, ça va pas et tout. Et après 3 années de bons et loyaux services à Turin, il s'envole pour 50 millions à l'été 2022. Donc vous allez me dire, ils l'ont acheté 75, ils leur vendent 50, ils ont fait une moins-value de 25 millions. C'est pas vraiment le cas. Puisqu'en fait, il y avait 3 années de contrat qui avaient déjà été amortis. Donc il y avait 45 millions qui auraient été déjà amortis. Il restait 30 millions à amortir, 50 moins 30, vous avez réalisé une plus-value comptable de 20 millions. Admettons, prenons le cas de Kurzawa aujourd'hui. Il signe entre 23 et 25 millions pour le Paris Saint-Germain. On va mettre 25 millions. Il avait signé pour 50 contrats. Donc c'est 5, 5, 5, 5 et 5. Donc il vous reste actuellement sa dernière année de contrat à amortir. Donc 5 millions. Là, on est à la moitié, 2 millions et demi. Admettons, vous le revendez 10 millions. Vous n'avez pas perdu 15 millions. Au contraire. Parce qu'il vous reste que 2 millions et demi à amortir. Donc c'est une plus-value comptable de 7 millions et demi. Et dans le même temps aujourd'hui, on va reprendre l'exemple de De Ligt. Donc vous êtes en 2022-2023, vous l'avez vendu pour 50 millions. Alors là, c'est à l'inverse. Si vous vendez un joueur, dans votre bilan comptable, ça va apparaître. Parce qu'en gros, vous avez un club qui vous doit une dette. Donc forcément, ça va mettre la somme directe. Donc, dans votre bilan comptable, vous avez plus 50 millions. Donc évidemment, à partir de là, vous pouvez comprendre comment on peut justement débloquer un petit peu d'argent pour le fair play financier et on va dire plus ou moins le contourner. Pourquoi je vous dis le contourner? Parce que les échanges de joueurs, ça fait quoi? Vous avez la Juve actuellement, qui avec le Barça B, donc ils se sont échangés là 2 joueurs. Il y en a un qui part en prêt avec option d'achat, et la Juve achète un joueur du Barça qui était en fin de contrat, un attaquant qui est né au Venezuela, dont j'ai perdu le nom, qui est très très grand, qui a marqué 1 ou 2 buts je crois, qui est vraiment pas le plus grand espoir du Barça, plus de 8 millions d'euros. Et là tu te dis, attends, il lui restait 4 mois de contrat. Comment ce joueur-là, qui joue en réserve au Barça, peut aller en moins de 23 à la Juve pour une somme pareille? Et de l'inverse, un jeune de la Juve arrive au Barça en prêt avec option d'achat qui sera effectif à partir du prochain bilan comptable. Et là, il y a tout type d'arrangement possible et inimaginable. Et quand on arrive dans le cas de Kurzawa et Séglier, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour le Paris Saint-Germain, vous allez perdre un joueur en fin de contrat. Donc mieux vaut essayer de le vendre
pour justement essayer de limiter la casse, ou pourquoi pas récupérer un joueur, c'est pareil. Mais sauf que là maintenant, plus vous allez gonfler la facture, plus vous allez dire que le transfert est cher, et tout le monde va y trouver son compte. C'est-à-dire que d'un côté, comme je vous l'ai dit, plus il y a une vente, admettons, vous vendez Kurzawa 20 millions. Sur votre bilan comptable de cette année, c'est noté plus 20 millions. Même si vous ne l'avez pas en banque, c'est noté plus 20 millions. Et admettons, donc Desailly il arrive, parce que vous mettez aussi 20 millions, mais signe 50 de contrat. Cette année, ça va vous mettre quoi? Donc on est 2019-2020 toujours. Vous avez vendu Kurzawa 20 millions, donc vous avez plus 20 millions sur votre bilan comptable. Desailly signe 5 ans, on va dire ça comme ça, à 20 millions. Et bah ça vous met 4. Donc vous avez gagné 16 millions sur le bilan comptable de cette année. Donc c'est, on va dire, c'est presque un jeu d'écriture, j'ai envie de dire, c'est un jeu d'écriture comptable, justement, qui peut aider vis-à-vis du fair play financier. Et c'est à partir de là, on va comprendre certains échanges de joueurs. On se dit, bah oui, ça peut justement aider, notamment le Paris Saint-Germain qui était un peu dans le viseur. Mais maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et admettons, prenez un politicien, ou n'importe quelle compagnie. Quelque chose qui vaut 5 millions, il le facture 20 millions. On dira, attends, mais là il y a surfacturation. Et c'est là où c'est le paradoxe du football, c'est que c'est très compliqué de valoriser justement un joueur. Sur quoi on se base? Le nombre d'années de contrat qui reste, ses performances, je veux dire, tout est un peu subjectif. Et donc tout est propice aux dérives, vu que c'est également une zone de non-droit. Parce que là maintenant, ça c'est le côté, on va dire, le côté positif qu'on peut entendre ici et là. Maintenant il y a la réalité du foot, il ne va pas falloir être naïf. Plus il y a de l'argent, plus il y a des commissions à se faire, plus il y a de gens qui mangent. Et là, sur ce potentiel transfert-là, il y a du monde. Alors avant toute chose, on va refaire un petit débrief sur Kurzawa, qui est un joueur qu'on qualifiera de compliqué. C'est pas lui le problème, c'est tous les gens qu'il y a autour, tous les vautours. Là, il y en a plein. Je donne souvent cet exemple-là, mais quand il était à Monaco, tu avais vraiment l'Atlético qui était sur lui. Et puis après renseignement, ils ont expliqué au club, non finalement, on ne le prendra pas. Et souvent, c'est le problème de Kurzawa, c'est qu'il y avait plein de clubs potentiellement intéressés. Et puis après, ils ont commencé à faire leurs recherches et tout, ils ont dit non, c'est pas possible. Parce que vous avez en plus un entourage qui lui dit à tout jour que c'est le meilleur, que c'est jamais de sa faute, que si, que là. Donc au bout d'un moment, quand vous conditionnez le joueur, que tous les jours vous entendez que vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau, etc. Oh miroir, miroir, mon beau miroir, qui est le meilleur arrière-gauche? Bah voilà, vous y croyez au bout d'un moment. Donc c'est assez compliqué. Et lui voulait absolument l'Angleterre, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait, entre guillemets, changé d'agent à l'époque. Il avait pris donc Moussa Sissoko, qui à l'époque justement était très très fort au Paris Saint-Germain avec Antero Henrique et d'autres personnes. Il a fait venir Lassana Diarra, il avait récupéré pas mal de joueurs au centre de formation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le titre de la vidéo c'est jeu d'agent, jeu d'argent. Et je vous le répète souvent, c'est bien d'être agent de joueur, mais ce qui est mieux c'est d'être agent de club. C'est-à-dire de pouvoir être en direct avec les décisionnaires et que les mecs t'écoutent vraiment et te valorisent. Parce que plus tu as du poids dans un club, c'est-à-dire au niveau de la direction, plus tu vas pouvoir récupérer des joueurs. C'est ce qu'a fait Mendes à l'époque quand Ronaldo était au Real, c'est ce que Raiola a fait à l'époque au Paris Saint-Germain quand il y avait Zlatan, c'est ce que Zahavi a fait quand Neymar était là. Je rappelle qu'il est intervenu sur Lucas, sur Aurier, sur Kevin Trapp. Quand Fred Guerra à l'OL, il avait pas mal de joueurs aussi parce que ça a arrangé la direction, il en a récupéré plein. Il faut comprendre que ce qui pèse dans le foot aujourd'hui, c'est pas l'agent de joueur, c'est l'agent de club, celui qui a l'oreille du propriétaire, du directeur sportif et qui parfois fait des deals avec lui. Et c'est exactement les gens qu'on va retrouver dans notre deal Kurzawa. Et bref, donc s'ensuit, donc il signe avec Moussa Sissoko. Finalement, il va quitter Moussa Sissoko pour aller avec Kia Joorabchian il n'y a pas très longtemps. Alors que, parce que justement Kurzawa voulait aller en Angleterre à tout prix. Il avait refusé quand même l'Inter qui lui proposait un poste de titulaire. Donc c'est l'ironie. Et là, on arrive avec Kia Joorabchian, dont je vous ai souvent parlé, le playboy de Téhéran, top 5 agent mondial, il n'y a pas de problème, qui lui, de son côté, contrôle plusieurs clubs. Que ça soit Reading, que ça soit quasiment tout le football brésilien avec son associé Geluno Bertolucci, au Shakhtar c'est la maison, en Chine c'est la maison, enfin bref, Kia, il est très fort. Et Arsenal, vous avez vu quelle arrivée cet été? Edu, le directeur technique, qui était à Corinthians à l'époque, un club contrôlé par Kia. C'est-à-dire que c'est Kia qui l'emmène à Arsenal, et ensuite vous voyez quoi? David Luiz, joueur de Kia, venir en panic buy le dernier jour du mercato. Et là, évidemment, la relation était faite directement de se dire bah attends, je récupère Kurzawa, je vais essayer de le mettre dans le club où justement j'ai de l'influence parce que le décideur, c'est mon pote, c'est même moi qui l'ai mis ici. Sauf que Kurzawa Arsenal, pas tout le monde n'est d'accord à ce niveau-là, sachant que le club a déjà deux arrières-gauche, Kieran Tierney, le jeune écossais, recruté cet été au Celtic, et Sead Kolasinac. Alors c'est vrai que Tierney a des pépins physiques et que Kolasinac n'a pas pu jouer tous les matchs, et ça fait que c'est le jeune Bouyako Saka, un ailier qui a dû dépanner au poste de latéral gauche, et donc pourquoi pas prendre quelqu'un en urgence. Néanmoins, tu as Kolasinac Tierney, qui est une paire plutôt correcte à ce niveau-là, donc pourquoi ramener potentiellement un troisième arrière gauche? De même, est-ce que c'est vraiment le joueur qu'Arteta a envie? Donc là, on voit bien que c'est l'influence de l'agent qui parle et pas l'influence sportive ou un choix réellement rationnel et réfléchi. Donc, ça doute un petit peu, même si, attention, c'est pas complètement fini. Et dans le même temps, tu as d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et là arrive un autre top 5 agent mondial, quasiment, allez, top 10, on va dire, Brachini. Alors, j'en ai jamais parlé parce que je suis un peu moins fort sur le football italien, mais le mec il pèse. Ça fait 20 ans qu'il est dans le game. À la Juve, il est très fort.
il avait Allegri, Mandzukic notamment, des Segli actuellement. Donc Mandzukic, il vient d'ailleurs de le faire au Qatar à Al Duhail avec d'ailleurs Moussa Sissoko pour la petite anecdote, parce que pareil, quand on parle d'agents qui sont forts dans les clubs, tu prends Moussa Sissoko, très très fort à Al Duhail, il vient de mettre Regragui, l'entraîneur, à l'époque il y avait Benassia et tout, parce que justement, très en bon terme avec Khalifa Khamis, qui est le conseiller de l'émir en matière foot, sachant que Al Duhail, c'est le club de l'émir directement au Qatar. Et ça, c'est pour fermer la parenthèse. Vous voyez, c'est assez marrant aussi, parce qu'entre agents, on va dire, un peu influents, tout le monde se connaît. Bref, retournons à notre petit truc. Donc, Brachini, c'est un mec qui est très fort également au Bayern. Rames Rodriguez, quand il va au Bayern, il est derrière. Lucas Hernandez, bref. C'est un mec qui pèse dans le game, attention. Et c'est surtout un très très grand ami à Leonardo. Et rappelez-vous, il y a quelques années, le Pastore Sirigu qui arrive au PSG, ça avait déclenché des enquêtes et tout. Parce que là, pareil, c'est un autre exemple. Mais à l'époque, on avait le TPO, j'en parle souvent. C'est-à-dire un tiers qui a des droits économiques d'un joueur. En l'occurrence, Marcelo Simonian, qui était l'agent de Javier Pastore, il détenait une partie des droits économiques du joueur. Donc, entre guillemets, plus le transfert il allait être important, plus l'agent il allait récupérer. Et donc, bizarrement, vous avez vu le PSG qui a surpayé quasiment Pastore, parce qu'ils ont pris les deux à la fois, et Sirigu très très peu. Je sais pas. On pourrait se poser certaines questions après. Et quel était l'agent de Sirigu à l'époque? Justement, c'était Brachini. Donc c'est quelqu'un, attention, qui est très important dans le football moderne et qui à la Juventus a les oreilles des patrons. Et il faut pas oublier un truc. La Juve, et tout le football italien, c'est les experts niveau football business. La copropriété, faut voir l'usine à gaz que c'est, la Juve. C'est entre 20 et 30 départs chaque année et 20 et 30 arrivées chaque année. Que ce soit pour les moins de 23, la copropriété, l'équipe première. Attention, c'est quand même super bien organisé, mais c'est avant tout un club de business géré par des businessmen. Et Fabio Paratici, qui a pris la suite de Beppe Marotta, l'hégémonique directeur sportif de la Juve, qui l'avait récupéré à l'époque parce qu'il travaillait à la Sampdoria, les deux, c'était un peu son responsable du scout, Paratici. Et ensuite, il l'a rejoint directement à la Juve, ce qui avait fait une grande polémique à l'époque. La Sampdoria s'était plaint parce que Marotta devait y aller seul, finalement il a pris Paratici. Donc Marotta est ensuite parti, il est aujourd'hui à l'Inter, et donc c'est Paratici qui est le responsable du sportif à la Juve. T'inquiète pas qu'il est allé à la bonne école. Tout ce qui est, on qualifiera de folklorique ou de, tiens, je serpente un petit peu. Il y a le légal, il y a l'illégal, je suis un peu ici et là, quoi. C'est le football, c'est une zone de non-droit. Ils sont très très forts. Et donc derrière, on commence à mieux comprendre. Parce que pareil pour les agents et pour que tout le monde mange bien. Plus tu vas valoriser le transfert, on est d'accord, on l'a vu, ça arrange les clubs au niveau fair play financier. Maintenant, en termes de commission, allez, on va jouer à Nostradamus. Kurzawa, s'il signe à la Juve, allez, on peut estimer 3 à 4 millions sur l'année. On va mettre 50 contrats, d'accord. Allez, tu négocies ça, la commission, Kia Jorapian, très gros agent. T'as aussi Michael Sylvestre qui est dans le dossier, ce qui travaille avec Kia d'ailleurs. Mais bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur la manière dont Kurzawa, à chaque fois, a flingué ses agents, etc. L'influence de certaines personnes autour de lui, de sa famille, de sa belle famille, enfin bref. Des gens qui jouent à l'agent aussi, bon bref. Tout le monde essaye de manger, de toute façon, je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo Tenir un joueur. Le lien est dans la description. Bref, j'y retourne. Tu peux espérer minimum 2 millions de commissions. De l'autre côté, pareil. Donc là, on est déjà à 4 millions de commissions. Et maintenant, si tu as envie de trincer, et là, j'ai pas commissionné le transfert. On va l'estimer, je sais pas, que ce soit à 15 ou 20 millions, que sais-je. Mais 10%. Allez, on va dire 15, on va être gentil des deux côtés. Donc tu rajoutes 1,5 million d'un côté, 1,5 million de l'autre, tu peux arriver à 7 millions de commissions facile. Et si tu veux en rajouter, et si tu veux vraiment te gaver, et qu'admettons, il y a quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de Paris ou de la Juve, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un mandat club. Je vous en parle souvent. C'est-à-dire que le mandat club, ça permet à un agent de représenter, entre guillemets, le club durant les négociations, et à la fin, de récupérer entre 5 et 10% de la vente ou de l'achat du joueur. Donc tu peux encore rajouter. C'est pour ça que je vous dis que le football, à chaque fois qu'il y a un transfert, on fait très attention. Nous, on le voit avec le regard sportif, parce qu'on est passionné, etc. Mais quand tu es de l'autre côté, quand tu as sauté la barrière, eux, c'est pas le sportif avant tout qu'ils voient, c'est combien je peux récupérer. Et là, c'est exactement le cas. Alors moi, je sais pas si Kurzawa, il ira potentiellement à la Juve, je connais pas le dossier. Par contre, ce que je connais, c'est les mecs qui sont ici et là. Kia et en plus, et notre ami Giovanni sont bien amis quand même, parce qu'ils ont aidé notamment le deal de Fernandinho à Manchester City, etc. Et on va dire que entre gros agents, quand tu peux manger une grande partie du gâteau et que chacun peut avoir la sienne, c'est bien. Alors c'est vrai que certains n'aiment pas partager, mais là, pour un joueur à qui il reste quasiment pas d'année de contrat et un autre qui a justement des problèmes de blessure et qui n'arrive pas à jouer à la Juve, si tu arrives à valoriser autant le transfert et faire sortir 6 à 7 millions de commissions à se partager entre tout le monde, je dirais que la soupe elle est bonne. Et après, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi je vous dis que certains transferts ne répondent pas à des intérêts sportifs, mais des intérêts financiers. Et derrière le joueur, écoutez, je trouve ça quand même marrant. Tu refuses l'Inter parce que tu ne veux pas aller en Italie alors que tu avais potentiellement une place de titulaire pour aller potentiellement sur une place de doublure à la Juve. Alors attention, le transfert n'est pas encore fait, j'en sais rien. Peut-être que justement, il ira à Arsenal par les liens de Kia, qui sait encore.
Mais vous voyez, c'est toujours intéressant d'étudier les transferts parce qu'il y a toujours des entremetteurs, des personnages clés, et avant tout, il y a aussi d'autres raisons financières. On rappelle que les clubs sont de plus en plus dirigés comme des multinationales. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et puis écoutez, on se retrouve bientôt, peut-être avec un peu de montage, mais là j'ai beaucoup de boulot, donc j'y retourne. Ciao!